Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Puissant chef de guerre, éminent législateur et brillant souverain, 10e sultan de l'Empire ottoman, Soleiman le Magnifique n'a pas hésité à rompre avec les traditions en épousant par amour une esclave de son harem. Vous voulez en savoir plus sur Roxelane? Venez avec moi. Celle que les Occidentaux surnomment Roxolane ou encore Roslane, en raison de ses origines russes, née dans la première année du XVIe siècle, sans doute en Ruthénie, une région d'Ukraine autrefois polonaise. Certaines sources rapportent qu'elle était la fille d'un prêtre orthodoxe de la ville de Rotaine sur le Dniepr, aux confins de la Hongrie, de la Moldavie et de la Pologne. Son nom de naissance serait Alexandra Livowska. Elle fut sans doute capturée enfant par les Tatars au cours d'un raid et réduite en esclavage. La date précise de son entrée dans le harem de Soleiman le Magnifique n'est pas connue, mais se situe aux alentours de son accession au trône en septembre 1520. Il est possible que Roxelane ait été éduquée puis offerte par Arslan Sultan, la puissante valide sultane mère de Soleiman le Magnifique, qui pouvait ainsi continuer à contrôler les agissements de son fils. Selon les témoins de l'époque, notamment l'ambassadeur de Venise Pietro Bagradino, Roxelane était de taille assez petite, point belle mais gracieuse. Elle possédait un charme indéniable et surtout par son tempérament enjoué, savait distraire le sultan dont son surnom de Hurrem, la joyeuse. Certainement intelligente, sûrement rusée, elle a su par ses séductions et ses talents inspirer au sultan une passion exclusive. On raconte qu'elle chantait à son impérial aimant les airs nostalgiques des pays slaves, en s'accommodant d'un sas, une sorte de luth. Mais plus que ses dons musicaux, Roxelane doit certainement sa place auprès de Soleiman le Magnifique, au fait qu'elle lui donne 5 fils. En 1521, elle met au monde Mehmet, auquel succèdent Abdullah, Selim, futur Selim II, Bayezid, et Djingaguir, un bossu tendrement chéri par son père, et une fille au nom poétique de Myrnam, qui signifie en perse soleil et lune. Au fil des années, l'influence de Roxelane grandit au sein du harem, inspirant peur et admiration aux autres pensionnaires du sérail, tant elle veut régner sans partage sur le cœur de Soleiman le Magnifique. Pietro Bagradino rapporte que de très belles jeunes filles, ayant été offertes au sultan, elle lui fait de telles scènes qu'il doit les renvoyer, car si ces filles ou d'autres étaient restées au sérail, elle en serait morte de douleur. D'après un autre témoin de l'époque, Roxelane savait garder l'affection de Soleiman le Magnifique par des charmes d'amour et des procédés magiques. Tous les espions qui observaient les faits et gestes du grand sultan s'accordaient à dire que Soleiman le Magnifique était ensorcelé par celle qu'on surnommait aussi Ziadi, la sorcière. Pour que l'un de ses fils soit bien placé dans la succession au trône, Roxelane n'hésitera d'ailleurs pas à faire assassiner le favori de Soleiman le Magnifique, le grand vizir Ibrahim Pacha en 1536, et à convaincre le sultan ottoman d'exécuter son propre fils aîné, le prince héritier Mustapha en 1553. À l'époque où Roxelane est offerte à Soleiman le Magnifique, les femmes du harem ne sont pas installées à Topkapi, mais dans un palais situé à l'ouest de la ville, sur la place Bayezid, là où se dresse l'actuelle université d'Istanbul. À la suite d'un incendie survenu dans ce vieux palais en 1541, Roxelane exige que le harem s'installe définitivement dans le palais impérial de Topkapi. Cette proximité avec le pouvoir allait avoir de graves conséquences sur la politique ottomane. C'est d'ailleurs depuis cette époque que le mot Saray, qui signifie à l'origine palais, en vient à prendre le sens restreint de harem dans l'imaginaire occidental. Ce qui en dit long sur le centre d'intérêt des Européens intrigués par cet espace interdit qu'ils imaginaient comme un lieu de débauche, alors qu'il ressemblait davantage à un monastère soumis à des règles strictes. Être admise au harem du sultan exigeait en effet de franchir bien des obstacles. La beauté était certes nécessaire, mais pas suffisante. Une fois convertie et initiée à l'islam par la lecture et l'écriture du Coran, formée à la langue turque, toute jeune esclave devait se perfectionner dans les domaines de la musique, de la danse, de la poésie. La plus stricte hiérarchie régnait au sein du harem. Le premier échelon était occupé par la djarjig, sorte de novice. Si elles avaient su attirer l'attention du sultan,
On les nommait gods, littéralement dans l'œil. Ces compagnes passagères pouvaient alors prétendre à devenir des concubines proprement dites, si elles étaient plusieurs fois sollicitées par le souverain. Elles étaient dès lors désignées comme Asaki, qui a donné terme d'odalisque. En accédant au plus haut degré de la hiérarchie, les Asaki étaient séparés des esclaves ordinaires et se voyaient attribuer appartements privés, calèches et esclaves. Parmi elles, 4 occupaient une position privilégiée avec le titre de Kadine. La hiérarchie était liée à l'ordre de naissance de leur fils. Elles recevaient par ailleurs de substantielles rentes leur permettant de financer écoles coraniques, hôpitaux, mosquées, fontaines ou hammams à Istanbul ou dans les centres provinciaux. Dans une société où l'appartenance ethnique comptait peu, comme l'atteste l'origine ukrainienne de Roxolane, et où la naissance s'effaçait devant le mérite, le harem fonctionnait comme un instrument de promotion sociale. Être remarqué par le maître, partager son lit, lui donner un héritier garantissait à l'heureux élu un destin exceptionnel. La concurrence était donc rude entre les femmes briguant les faveurs du sultan. Roxolane a su franchir tous les échelons pour accéder au titre suprême de Bak Kadim, la première des Kadim. Il lui a fallu pour cela se débarrasser d'une autre prétendante, celle qui avait donné à Soleiman le Magnifique un fils, Mustapha. Elle élimine sa rivale à l'occasion d'une scène qui, selon l'ambassadeur de Venise, se transforme en une véritable bataille. Roxolane eut des cheveux arrachés et le visage égratigné. Elle refuse de paraître devant Soleiman le Magnifique, alléguant qu'il ne pouvait la voir dans cet état. À partir de ce moment, le sultan n'eut plus de rapport avec Gulbahar. Elle fut obligée de quitter Constantinople en 1533 et de s'installer avec son fils à Manissa, à quelques 500 km de la capitale. Au printemps suivant, Roxolane obtient le succès qui consacre son triomphe. Contrairement aux usages ottomans, après avoir été affranchie, elle devient l'épouse officielle de Soleiman le Magnifique. Ce mariage rencontre si peu d'approbation à la cour qu'aucun chroniqueur ottoman ne prend soin de le mentionner. Cependant, une description de ce mariage est rapportée par le représentant d'une banque génoise, qui écrit « Cette semaine, un événement très extraordinaire est arrivé dans cette ville, absolument sans précédent dans l'histoire des sultans. Le grand seigneur Soleiman le Magnifique a pris pour impératrice une femme originaire de Russie, appelée Roxolane. Il y a eu de grandes réjouissances, la cérémonie a eu lieu au sérail, et les fêtes ont dépassé tout ce que l'on a vu, avec processions publiques et cadeaux. La nuit, les principales rues étaient illuminées avec beaucoup de musique et de fêtes, et les maisons décorées de guirlandes. Une tribune a été érigée sur l'hippodrome, d'où Roxolane et la cour ont assisté à un grand tournoi de chevaliers, et un défilé de bêtes sauvages et de girafes, avec des coups si longs qu'ils touchaient le ciel. On parle beaucoup de ce mariage, et personne ne peut dire ce qu'il signifie. Il est difficile de connaître l'emprise exercée par Roxolane sur son mari, qui était loin d'être un souverain faible et influençable. On sait en revanche qu'elle a joué un rôle important en tant que mécène. Elle fait édifier plusieurs fondations pieuses et charitables, des bains publics à Constantinople, un hôpital, une école coranique, où l'enseignait principalement la médecine, un hospice destiné aux femmes de toute religion et de toute origine à Jérusalem, une mosquée à Ankara et des soupes populaires dans les villes saintes de la Mecque et Médine. Elle intervient également à plusieurs reprises dans la diplomatie ottomane, comme en témoignent plusieurs lettres de la sultane adressées au roi de Pologne, Sigismund II, et aux membres de la dynastie safavide de Perse. Conscient de sa position privilégiée, les ambassadeurs étrangers n'oubliaient jamais d'apporter des présents à son attention, et beaucoup de hauts dignitaires lui doivent leur nomination. Roxolane est restée également célèbre pour les belles lettres qu'elle écrivait à son époux lorsque celui-ci s'absentait pour de longues campagnes militaires. Empreinte de poésie et de mots doux, elle commence par des salutations protocolaires. Elle frotte son front dans la poussière et évoque le plus souvent son quotidien. La peste qui a fait Constantinople, les bruits de victoire de Soleiman le Magnifique, son souci concernant la goutte dont son époux est atteint. Le traitement de la bosse de leur fils Djinjar Gourn, le hammam qu'elle projette de faire construire près de Sainte-Sophie.
Dans les dernières années de sa vie, Roxolane, très malade, revient s'installer au Vieux Palais pour être soignée. De retour à Constantinople, après un hiver passé à Édirne, aux côtés de son époux, elle rend l'âme le 15 avril 1558, âgée d'environ 60 ans, des suites d'une pleurésie consécutive à un refroidissement. Sa disparition aura de profondes conséquences sur le caractère de Soleiman le Magnifique. Et les quelques gravures qui le représentent après la disparition de Roxolane nous montrent un souverain triste, abattu, fatigué par les luttes de pouvoir entre ses fils Bayezid et Sélim. Soleiman le Magnifique fera construire un mausolée pour sa bien-aimée à l'ombre de sa majestueuse mosquée Soleimaniye. Son propre mausolée sera édifié à côté de celui de Roxolane, 8 ans plus tard, après sa mort survenue devant la forteresse hongroise, le 6 septembre 1566. Depuis, Roxolane et Soleiman le Magnifique reposent côte à côte. Roxolane, l'épouse de Soleiman le Magnifique, est considérée comme l'une des femmes les plus puissantes et les plus influentes de l'histoire ottomane. Cette ancienne esclave, devenue dans le harem épouse du sultan, puis épouse exclusive du sultan, a un destin hors du commun. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.